Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir transplané avec nous dans cet épisode du Pincecraft, le format vidéo. On essaye d'être un peu à mi-chemin entre la deck tech et le podcast. Et aujourd'hui, je suis comme d'habitude accompagné de Nox. Salut Nox, ça va? Salut Bambi, ça va super bien, et toi? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Je me suis un peu coincé l'épaule, mais sinon, je pense pas que ce soit très utile pour piocher des cartes ou enregistrer des vidéos, donc je pense que je vais m'en sortir. De toute façon, tu maîtrises les arcanes de piocher avec la bouche. Exactement, je maîtrise les arcades de piocher avec la bouche, tout à fait. C'est même moi qui l'ai inventé. Fantastique. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'un deck, d'un deck à toi, le deck Commodore Guff, que t'as monté spécifiquement pour une occasion, je crois, non? Ouais, je l'ai monté. Quand j'avais vu qu'il était annoncé et tout, voilà, ça m'intéressait un petit peu et tout, mais sans plus que ça. Mais effectivement, je l'ai monté spécifiquement pour jouer contre Joël à Sol Ring. J'en ai fait, et la volonté avec laquelle j'ai monté, c'était d'en faire déjà mon deck le plus fort, dans lequel je pouvais me permettre toutes les saloperies. Ok, l'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que t'allais dire c'est le deck que j'ai monté pour défoncer la gueule à Joël. Ouais, il y a un peu de ça. Évidemment, Joël, on pense à toi et on t'aime. C'est pas pour cette raison-là qu'il a construit son deck, évidemment. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu le deck, me présenter déjà le commandant? Alors oui, carrément, hop. Le commandant, c'est Commodore Guff. C'est un Planeswalker aux couleurs Jeskai, donc bleu, blanc, rouge, cocorico. Pour 4 mana, il arrive avec 5 marqueurs loyauté. Il a un passif, il dit qu'au début de notre étape de fin, on peut mettre un marqueur loyauté sur un autre Planeswalker qu'on contrôle. Il a un +1 qui nous fait un Wizard qui génère du rouge exclusivement pour caster des Planeswalkers. Et il a un -3 qui nous dit qu'on pioche X cartes. X étant le nombre de cartes de Planeswalker qu'on contrôle, et il affiche au passage autant de dommages. Ouais, il a un passif. Ça aurait été vachement bien que je m'en souvienne pendant Sol Ring, et ça aurait pu me faire gagner la partie d'ailleurs. Alors pour la blague, j'ai un pote à moi qui le joue en boutique et il oublie très régulièrement qu'il a un passif. C'est quand t'as pratiqué beaucoup les Planeswalkers, c'est pas si instinctif que ça. Ouais, on en reparlera un petit peu quand on parlera de Super Friends, mais Yes. c'est pas des decks qui sont évidents à piloter. Plutôt costaud comme commande en tout cas. De prime abord ça a pas l'air, mais je trouve que c'est un excellent support pour la stratégie Super Friends, donc c'est déjà un bon commandant quoi. Qu'est-ce qui fait ton deck? Est-ce que tu peux me présenter un tout petit peu le deck? Alors, je vais essayer de te le résumer sans trop rentrer dans les détails. C'est un deck contrôle combo. Alors, quand je dis contrôle, presque j'ai envie de dire tempo combo, dans la mesure où en fait tu veux gagner du temps, placer tes pièces et partir en combo. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette fameuse stratégie contrôle combo? En quoi ça... Qu'est-ce que ça insinue pour ton deck? Sur le terrain, en gros, ça veut dire que dans les premiers tours, tu vas essayer de ramper avec des cailloux, bon, ok, très bien. Mais surtout, tu vas laisser les adversaires mettre du board. Tu vas pas ignorer ce qu'ils vont faire, mais toi, tu vas simplement te contenter de ramper. Et en fait, il va y avoir un moment dans la partie où tu vas chercher à vrasser. Le deck se compose de nombreuses vrasses parce que il les subit très peu lui-même. D'ailleurs, il est composé aussi de nombreuses très bonnes vrasses. Et une fois après avoir vrassé, tu vas essayer de récupérer ce tempo de façon à jouer tes propres pièces de jeu impactantes pour, à la fin, si tout se passe bien, emboîter une combo et gagner. Et du coup, ton Commodore Guff, il se place... En fait, quand est-ce que tu le places, du coup, dans la game, dans l'idéal? Eh ben, il n'y a pas vraiment de moment idéal, c'est-à-dire que généralement, ça va être le deuxième Planeswalker que tu vas jouer. Tu vas essayer d'en jouer un autre avant. Comme ça, son -3 va te faire piocher au moins 2 cartes. Mais c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement ta pièce de jeu principale ou une pièce vraiment très angulaire du deck. C'est peut-être plus une carte de support finalement.
Moi, c'est vraiment juste un sort de pioche, quoi. Tu l'utilises même pas pour ramper, pour faire des petits Eh wizards. ben, Pas forcément. si, bien, bah, tout dépend bien évidemment des circonstances, mais globalement, si son -3 peut aussi être, selon les combos, un finisher, c'est-à-dire que c'est le -3 qui va tuer, littéralement. Ok. Mais voilà, c'est plus une pièce de support. Et évidemment, on rentre dans un sujet qui me touche tout particulièrement. On est donc du coup dans un deck dont la stratégie est Super Friends, c'est une stratégie qui est en général est moyennement appréciée des joueurs. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de l'aspect Super Friends du deck? Est-ce que c'est quelque chose qui est très important ou est-ce que tu as choisi Super Friends parce que ça aurait pu être autre chose? Alors, bon, moyennement appréciée, je pense qu'elle elle est polarisante. Je suis pas tout à fait sûr qu'elle soit moyennement appréciée. Je pense que soit elle est très appréciée, soit au contraire elle est pas très appréciée. Mais je pense qu'elle est plus polarisante que vraiment détestée ou particulièrement aimée. Pour répondre à ta question, en fait, effectivement, Planeswalker c'est plus un type de permanent avec lequel le deck va fonctionner plus qu'une vraie volonté de monter un deck Planeswalker. C'est-à-dire que voilà, c'est avant tout un deck contrôle combo que je voulais faire. Il n'y a pas une quantité phénoménale de Planeswalker, il y en a 18. C'est juste ce qu'il faut pour appeler ça un deck Super Friends, je pense, mais je pourrais très bien en jouer 12 si ça me semblait utile, je l'aurais fait, quoi. Ok, ouais, donc c'est pas forcément un deck Super Friends, mais disons que c'est un moyen comme un autre d'accéder à ça. Ouais, quoi. voilà. Bah, disons qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme c'est un deck qui va jouer beaucoup plus de Vras que la moyenne, en général, les Vras ça touche pas les Planeswalkers, donc tu t'en fous un peu, quoi. Et donc du coup, les Planeswalkers sont pas dégueux comme manière de continuer à gérer de la value, parce que ça passe sous les Vras, quoi. Ok, et ben on va rentrer un peu dans la partie je pense qui est la plus importante et la plus impactante de ce deck, à savoir la tempo. Tu parlais de tempo tout à l'heure, est-ce que tu peux déjà de manière globale définir la tempo dans Magic? C'est une notion de Magic qui est intrinsèquement liée au beatdown. Ce qu'on appelle le beatdown, c'est en gros c'est avoir l'horloge, avoir comment dire, être le plus proche de la victoire que ses adversaires. Et souvent, dans une partie de Commander, ça s'illustre par j'ai posé mes pièces de jeu pertinentes, j'en ai posé plus, je suis en avance ou en retard en fonction du nombre de pièces de jeu que j'ai réussi à positionner sur le board, pièces de jeu qui doivent être impactantes. Donc quelqu'un qui a réussi à mettre, je sais pas, un board suffisamment relou, type, je sais pas, il a un potentiel de mettre 20 dégâts à un adversaire, et les autres, ils ont pas du tout ce potentiel, voire ils ont pas le potentiel de défendre, on va dire qu'il a le build down. Et donc, je sais pas, faire une Vras par exemple, donc du coup, on va réinitialiser le tempo, du coup, l'avance qu'il avait, le tempo qu'il avait, il l'a perdu. Je me permets juste de récupérer la parole. Je pense que le beatdown, faut voir ça comme étant le rôle de, entre guillemets, de l'agresseur, c'est-à-dire celui qui a l'avantage. Et c'est un petit peu aussi le joueur le plus menaçant, en fait. On parle souvent de gestion, enfin pas de gestion, mais d'identification de menaces. En général, le joueur qui a beatdown, c'est lui la menace à table, et du coup, c'est plus ou moins facile de savoir qui c'est. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc, voilà, comme je disais un petit peu en préambule, ce deck, il va essayer d'installer ses pièces de rampe, puis il va essayer de placer une Vras à un moment un peu décisif, et à partir de là, il va avoir quelques tours pour placer des pièces de jeu importantes, et du coup réussir à les protéger, parce que, hop, on va Vrasser, et derrière, on va essayer de poser un Planeswalker intéressant, soit qui nous fait du card advantage, soit qui permet potentiellement de continuer à faire de la gestion de façon, tous les 2 tours ou quelque chose comme ça. Voilà, une vraie pièce de card advantage. Et en fait, c'est comme ça qu'on va avoir le tempo. C'est-à-dire que en brassant, on va remettre les compteurs à 0. On va poser une pièce Planeswalker qui va être maintenant difficile à gérer pour les autres, parce que du coup, ils doivent repartir entièrement. Et nous, petit à petit, on va avoir placé quelques Planeswalkers.
et ça va être suffisamment emmerdant à gérer. On va pouvoir potentiellement revrasser entre temps, ou alors se protéger suffisamment jusqu'à arriver au stade où on a posé suffisamment de pièces capitales pour partir en combo. C'est d'ailleurs, c'est souvent une des raisons pour laquelle les decks Planeswalker en fait sont détestés des joueurs, c'est que il y a toujours ce côté un peu asymétrique de une fois par tour, enfin évidemment plusieurs fois par tour parce que j'ai réussi à aligner plusieurs Planeswalker, je vais faire de la value gratos en fait. C'est à mon tour je vais faire le plus 1 de machin, du coup je vais piocher, le plus 1 de machin, du coup je vais gérer ça, je vais scry, je vais machin, et du coup il y a ce côté un peu il y a ce côté un peu unfair entre guillemets des decks Planeswalker où une fois que tu as posé ton Planeswalker, tu sais qu'une fois par tour entre guillemets tu as ton truc gratos en fait qui va arriver, et souvent c'est des stratégies qui passent un peu sous le radar quand tu connais pas trop. Quand t'as jamais joué contre Super Friends ou quand t'as très peu joué contre Super Friends, tu te dis c'est marrant, le mec il joue des Planeswalker et ok c'est bon, et au bout d'un moment quand tu te rends compte que le tour de l'adversaire dure 3 fois plus longtemps que le tien, tu te dis ok ça commence à être problématique et en général c'est trop tard. Donc je pense que c'est... Bon, blague mise à part, je pense que c'est une des raisons pour laquelle c'est pas trop apprécié. Il y a aussi ce côté un peu temps de jeu, on parle souvent de l'expérience de jeu qu'on propose aux autres et du temps de jeu qu'on va prendre. Et c'est souvent des decks où il y a beaucoup de triggers, ou beaucoup de capacités activées. Et on disait aussi en rigolant qu'on oublie que Commander Guff il a un passif, mais il y a une raison, c'est parce que en général, dans ton tour, tu fais énormément de choses. Et du coup, il y a des choses qui passent à la trappe en fait. Et je le dis de manière assez... Enfin, j'essaie de le dire de manière le plus objective possible et pas subjective. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'est pas apprécié. Après, à l'inverse, du coup, la raison pour laquelle c'est apprécié, c'est ça en fait, c'est que t'as 1 milliard de choses à faire sur ton board et du coup c'est hyper galvanisant en fait. Tu te dis putain je peux faire ça et ça, mais du coup faut que je séquence dans le bon ordre et machin. Et du coup il y a un côté un peu résoudre le puzzle qui est hyper kiffant je pense pour ce genre de deck. Tout à l'heure tu parlais du coup de pourquoi est-ce que tu as choisi Planeswalker, enfin pourquoi est-ce que c'est un deck Super Friends sans être un deck Super Friends. C'est un aspect qui est de toute façon je pense important dans le deck building d'un deck Commander en général, mais pour ce deck là d'autant plus t'as fait en sorte d'avoir le moins de déchets possible dans le deck, et c'est pour ça que tu disais que tu pourrais en jouer 12 des Planeswalkers, si tu devais, tu pouvais en jouer que 12 quoi. Ouais. Et du coup, cette philosophie du coup du zéro déchet, comment est-ce qu'elle se représente dans le deck ? Alors comment elle se représente dans le deck ? C'est-à-dire que tu vas... chaque carte, elle va essayer de remplir soit un rôle capital, soit 2 rôles. Voilà, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre pas mal dans les vidéos. Et on essaie de jouer une carte soit parce que elle a un gros intérêt, soit elle en a plusieurs qui sont pertinents. Voilà, ça peut... si on regarde un petit peu les Planeswalkers qui font juste du CA, typiquement je trouve une carte qui illustre bien ça. C'est par exemple Chandra, Torche de la Défiance, c'est-à-dire que c'est pas une pièce de combo dans le pack. Et encore, je caricature parce qu'il y a un monde où, avec vol de chaîne, il y a moyen que ça la nourrisse, mais c'est-à-dire que la carte, elle fait un petit peu tout ce que tu as envie. Elle peut faire de la gestion, du card advantage, et sur un emblème, ça peut aussi potentiellement être synonyme de victoire. C'est une carte qui est vraiment très 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 polyvalente. Elle va avoir vraiment plein de rôles. Et en même temps, c'est-à-dire que si tu la perds, le deck va survivre quoi. C'est pas une pièce non plus qui est extrêmement capitale. De l'autre côté, il y a des cartes qui sont beaucoup plus importantes. Typiquement, vraiment les pièces de combo. On peut parler de Voile de Chaîne ou encore de Licher Moon Gauntlet, qui sont vraiment avant tout des pièces de combo. Mais bon, voilà, à côté de ça, c'est aussi des pièces de jeu qui, au-delà de la combo, peuvent aussi servir simplement à se développer dans la partie, mais ça sera secondaire. Ouais, c'est des bons... Enfin, Icorn Gauntlet et Chain Veil, c'est vraiment des cartes qui, toutes seules déjà, brillent, mais de très bonnes pièces de combo. Et c'est souvent ce qu'on demande à un deck combo, c'est pas d'avoir juste des cartes qui sont là parce qu'elles font des combos, faut qu'elles fassent autre chose aussi, sinon ça sert à rien en fait. Exactement, c'est, si ta carte est exclusivement pièce de combo, ça peut poser problème,
dans la mesure où tu vas l'ouvrir sur ta draw du tour 2, et en fait de ton tour 2 jusqu'à ton tour 8, tu vas avoir une carte morte en main, et ça va être un peu dommage. Donc tant qu'à faire, autant que ta pièce de combo, elle te serve à d'autres choses. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu veux parler un peu des combos qu'il y a dans le deck ? Ouais. À quoi ? Ouais. À base de quoi est-ce qu'ils sont ? Parce qu'on a parlé là du Gauntlet et de Chain Veil. Est-ce que tu veux expliciter quelques combos liés à ça ? Parce que je pense que beaucoup de gens commencent à connaître Chain Veil et les combos qu'on peut faire avec, mais ça reste néanmoins pas inintéressant d'avoir un petit tableau. Ouais, carrément. Elles sont pas toutes si efficaces que ça. Alors, si vous avez la liste sur Moxfield, il suffit d'aller dans l'option Tip and Tag. Et en fait, je me suis amusé à souvent les mettre par groupe de 3. Et vous allez voir, il y a combo Gauntlet numéro 1, combo Gauntlet numéro 2, etc. Donc il y a plusieurs entre guillemets catégories. Donc il y a les combos qui vont être à base de Gauntlet, il y a les combos qui vont être à base de Chain Veil, il y a les combos qui vont être à base de The Peregrine Dynamo. Voilà, pour donner à peu près le ton, c'est ça. Ça peut être plus compliqué que ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que une carte va souvent permettre 2 à 3 combos différentes. Donc c'est là où on reste dans la dynamique de il n'y a rien qui est acheté. Il n'y a pas une carte qui va servir dans une combo. Une carte va servir dans plusieurs combos différentes. Et du coup, il y a de nombreuses combinaisons. Et c'est plus il y a de combinaisons, plus il y a des chances de les mettre aussi en place. Pour parler des combos en NML, du coup il y a les combos Gauntlet. La carte est très cool, elle permet beaucoup de choses, mais en réalité c'est peut-être la plus j'allais dire la moins bien, mais c'est peut-être souvent celle qui demande le plus de pièces différentes, dans la mesure où chaque combo avec Gauntlet va souvent soit demander un nombre de marqueurs loyauté assez élevé sur le Planeswalker sur le Planeswalker avec qui elle fonctionne, soit elle va demander d'autres Planeswalkers. En fait, ça va souvent fonctionner si on prend la combo Gauntlet numéro 1. Il y a le Gauntlet, il y a Jace, donc de Ixalan, et Lae'zel. Ici, en fait, on va caster Jace. Il va arriver avec 4 marqueurs loyauté grâce à Lae'zel. Mais en réalité, c'est en proliférant avec un autre Planeswalker qu'on va arriver au 5 de loyauté. On va faire le -5, faire 2 nouveaux Jace. Il y en a un des deux qui va proliférer. Du coup, il va passer à 5 marqueurs loyauté. On va faire comme ça Jace infini. Jace infini qui derrière peut faire forcément créature illusion infinie. Ou, hop, avec de la chance, le deuxième Planeswalker qu'on a à côté, c'est Commodore Guff. Du coup à un moment ou à un autre on va pouvoir placer un -3 et du coup piocher tout notre deck et faire faire infini dommage à tous nos adversaires. Voilà, ça c'est... Ou la nouvelle Chandra d'ailleurs aussi qui peut faire ça aussi, qui est chouette. Ouais, par exemple. Mais voilà, donc Gauntlet, toutes les combos autour de Gauntlet vont être des combos en réalité qui ont besoin de 1 ou 2 autres Planeswalkers pour fonctionner. Si je dois regarder un petit peu les combos après avec Chain Veil, c'est des combos qui ont besoin de moins de pièces, cependant ils ont besoin de plus de mana, parce que l'activation de Chain Veil ça coûte pas rien, et donc du coup ça va demander de boubouter. Voilà, Chain Veil de manière générale c'est une carte qui va faire peur, c'est une carte qui est dure à placer quand on va la jouer. Mais voilà, derrière, elles permettent de faire de nombreuses combos avec plein de choses, souvent des choses un peu étriquées, tu vois, tu parlais de Chandra Legacy of Fire. Le fait que Chandra fasse un mana rouge pour chaque Planeswalker qu'on contrôle, derrière, Chandra, Voile de Chêne, Teferi, Wooslow the Sunset, en fait, ça permet de partir en combo, parce que Chandra va fournir suffisamment de mana pour alimenter Voile de Chêne et ainsi de suite. Donc, Voile
Voile de chaîne, c'est une carte qui est extrêmement puissante et que je trouve... elle existe elle commence à exister depuis longtemps et c'est une carte qu'on voit régulièrement en Commander, mais j'aime bien cette carte parce que je la trouve correctement designée. Ça coûte 4 ça coûte 4 plus tu l'engages pour l'activer et ça me semble, pour une carte à combo, ça me semble faire en fait. C'est pas du design un peu plus pété comme The Peregrine Dynamo par exemple. Ouais, carrément. Ça c'est un peu le troisième type de combo, Peregrine Dynamo. C'est une carte qui il y a marqué Planeswalker dessus alors qu'il n'y a pas marqué Planeswalker dessus. En plus, elle a la célérité. Je pense que ce qui fait que la carte est, avec de grosses guillemets, pétée, c'est vraiment qu'elle puisse s'activer directement quand elle touche le champ de bataille. Pour 4, on va pouvoir copier une capacité activée ou déclenchée d'ailleurs, hein, mais dans notre cas, ça va être surtout des capacités activées. Et du coup, typiquement avec Teferi, l'archmage temporel, et dans ce cas-là, on va pouvoir faire mana infini ou ce qu'on a en fonction de ce qu'on a à détaper en infini. Donc typiquement, si derrière on a un voile de chaîne, pareil, ça fait activation de Planeswalker infini. Bref, il y a moyen de faire énormément de choses. En plus, il y a le double type créature et artefact. Qu'est-ce que ça ouvre derrière ce double type ? Ça permet de se faire tutoriser derrière avec Tezzeret the Sunseek, qui lui-même fait combo avec Peregrine Dynamo et un Sol Ring par exemple pour faire colorless à l'infini. Et Peregrine Dynamo derrière, ça peut très bien comboter avec le Teferi de Innistrad Wildlands, tout simplement parce que comme il a le type de créature, Teferi Wolfslow the Sunset, il va pouvoir détaper un terrain, un mana rock et The Peregrine Dynamo qui est une créature. Et à ce moment-là, ça l'a fait du sleep. Pareil, on fait combo mana infini. Donc qui permet d'ouvrir sur d'autres choses derrière, quoi. Donc c'est une belle pièce. C'est une pièce de combo qui est très polyvalente et quelque part, c'est presque aussi celle qui s'inscrit pas très bien dans le deck, dans la mesure où elle prend Vras. Donc c'est plutôt une carte, elle, qu'on n'a pas envie d'ouvrir en main de départ. Ouais, ou alors tu peux l'ouvrir en main de départ pour copier 2-3 petites capacités qui vont te permettre de ramper ou gagner, de faire un peu plus de CA, de faire un peu de CA, et après ça Vras, c'est pas grave, parce que de toute façon, t'as des cartes en main, t'as de la ressource sur le bord, donc c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. C'est marrant parce que... Vas-y. Et puis elle a quand même 5 d'endurance, tu vois. C'est con, mais c'est ça bloque dans bien. Un deck super fun, ça permet de potentiellement sauver un Planeswalker d'une phase d'attaque. Donc je trouve qu'elle a vraiment un design Planeswalker, quoi. Oui, non, ça bloque très très bien. C'est marrant parce que le deck me fait penser un peu à mon deck Brago qui est un deck combo aussi en fait, et il y a énormément du coup de pièces de combo différentes qui viennent s'agréger en fait autour du deck, avec dans la manière dont j'essaie de le construire en tout cas, d'avoir ces pièces de combo comme par exemple Résonateur Strionique, qui est une pièce de combo sur les phases d'attaque avec Brago, mais qui derrière peut permettre aussi juste de ramper plus fort ou de piocher plus de cartes, ou de faire plus de value, de gérer plus de trucs. Enfin voilà, c'est assez polyvalent. Et t'as cette manière un peu d'assembler les pièces de puzzle qui est intéressante. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aimais bien jouer combo. C'est qu'il y a ce côté, est-ce que je gagne ce tour-ci ou pas en fait, en fonction de ce que j'ai sur le board, en fonction de ce que j'ai en main, en fonction de mes ressources. Et c'est des decks qui sont assez plaisants à jouer. C'est intéressant parce que ça soit ton deck Brago ou celui-ci, en fait, ce sont des decks qui ont des combos que je qualifierais de organiques. C'est-à-dire que les pièces de combo s'implémentent facilement dans le deck. Tu vas pas les rentrer en forceps en disant cette carte-là, dans une situation très précise, le 27 février dans 2 ans, tu vois, ça va faire quelque chose. Non, c'est une carte qui, en fait, dans toutes les games, quand tu vas la piéger, tu vas te dire cool. Parce que, ok, elle va pas me servir à gagner là, maintenant, tout de suite, elle va pas comboter, mais elle va potentiellement me faire un peu plus de carte advantage, et je perds ma pièce de combo, c'est pas grave, parce qu'en fait, j'en ai 12, et elles s'emboîtent plus ou moins tous dans un sens ou dans un autre.
Ouais, j'aime beaucoup ce terme organique parce que c'est exactement ça en fait. C'est une pièce de combo, mais c'est aussi juste une pièce de jeu qui fonctionne dans mon deck en fait et qui fait des trucs dans mon deck, donc c'est agréable à jouer. C'est ça. Je profite qu'on parle de ça pour parler justement d'une carte qui fait ça mais un peu moins bien. Et donc c'est une carte sur laquelle j'ai pas mal de doutes, c'est le Serment de Gideon. Parce que la carte en fait elle va demander d'être jouée en premier. C'est-à-dire que c'est pas une combo que tu peux emboîter dans n'importe quel ordre. Alors, la SL c'est un peu le cas aussi, mais elle est un poil plus permissive. Ici, le Serment de Gideon va vraiment, pour comboter, il va te demander d'être joué en amont. Et ensuite, derrière, tu vas jouer ton Planeswalker. Et du coup, ça va pouvoir comboter. C'est pour ça que c'est une carte, c'est peut-être la pièce de combo qui est la moins organique de tout le pack. Et elle est un petit peu sur la sellette pour ça. Bah, si ça peut te rassurer, moi je la jouerais parce qu'il y a les 2 bodies que tu vas créer qui te permettent de protéger tes Planeswalkers en fait, de phase d'attaque. Et ça tombe très bien parce que la section suivante dont je voulais te parler, c'était quels sont les défauts et les angles morts de ce deck-là. Les faiblesses principales, hein, évidemment, c'est qu'on est très susceptible, très faible sur les phases d'attaque. Et du coup, je pense que du coup, Serment de Gideon, le fait de créer 2 bloqueurs, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors, les faiblesses du pack, finalement, c'est ce que j'appelle un deck métagamé, c'est-à-dire qu'il est pensé pour être très à l'aise dans le format Commander de manière générale, mais vraiment de manière générale, c'est-à-dire que il est là pour niquer la majorité des decks Commander. Voilà, c'est-à-dire que dans le cosme de tout ce qui est capable de produire le format Commander, et il y a 85% de ce qui est capable de produire le format. Le deck va très bien le vivre, et il va y avoir quelques trucs avec lesquels il va avoir du mal. Je peux penser par exemple à des decks qui sont capables de produire de nombreuses créatures à tous les tours. C'est-à-dire que qui survivent, en fait, tous les decks qui survivent très bien à Vrath, tout simplement. Qui reviennent facilement d'une Vrath, ça va être très très dur. Au-delà de ça, le deck va punir extrêmement bien les decks qui boubouillent tout seul. Il va punir extrêmement bien les decks créatures un peu standard. Un deck qui veut avoir du board, il va se manger 2, 3, 4 phrases dans une partie, ça va lui faire le cul. Donc en fait il a pas tant de faiblesse que ça, néanmoins la phase d'attaque reste quelque chose de délicat parce que le Planeswalker est un type de permanent qui est pas qui est pas bon en fait en Commander dans son design, tout simplement parce que il prend tout simplement 3 fois plus de phase d'attaque que dans un format 1v1. Cependant il y a suffisamment de Planeswalker dans le deck pour servir de paratonnerre. Mais j'ai aussi quelques sorts de protection, bien évidemment, pour se mettre bien, quoi. Pour être sûr de prendre le petit tour qui va bien pour partir en combo et finir la partie comme il faut. Alors du coup, qu'est-ce que tu as prévu pour te protéger un peu de tout ça? Hormis du coup les 8 Vrath que tu as mis, 7 Vrath? Alors, j'en comptabilise 9 plus ou moins. Alors, je pense que c'est un nombre que je pourrais augmenter, très sincèrement, sans trop de soucis. L'idée, quand on regarde les Vrath, parce que c'est un aspect assez intéressant, l'idéal ça serait qu'elles coûtent pas trop cher, ou alors qu'elles aient un tempo assez particulier. C'est-à-dire que Cyclonic Rift, c'est un sort de gestion de masse qui est vraiment hyper fort. On va payer 7, on va poser notre board directement, et on va gagner le tempo suffisant pour souvent partir en couille. Ça va être très bien. De la même façon, acte blasphématoire, l'effet touche moins de choses, on est d'accord, mais ça va nous coûter un rouge, et un rouge c'est suffisant pour vrasser et jouer un Planeswalker à côté, 2 Planeswalkers à côté, donc ou un Planeswalker, une pièce de combo, voilà. L'extension de ça c'est Vanquish the Horde, qui est une Blasphemous Act, tout simplement. Mais après ça devient plus dur d'avoir des Vrath qui coûtent pas trop cher, donc on va trouver des trucs genre Supreme Verdict, voilà, ça coûte 4, c'est un contrap, c'est sympa. Pareil, Doomscare, je l'ai rentré tout simplement parce que on peut aller jusqu'à la payer que 3 mana,
Donc pareil, c'est confortable. Et après, quand on va regarder des trucs un peu plus spacey, on va trouver Out of Time, qui est une carte qui va difficilement se jouer mieux que dans ce deck-là. Parce que littéralement, ça phase out toutes les bêtes adverses, les commandants aussi, et ça c'est hyper strong. C'est-à-dire qu'on va très souvent shut down des stratégies complètes. Juste en payant 3 mana, on va se faire un gain de tempo qui est assez incroyable, parce que perdre son commandant en commandeur, c'est souvent très tragique. Et là pour le coup, on peut pas le remettre en zone de commandement face à phase out. C'est une carte horrible. C'est une carte qui est très horrible, on est bien d'accord. Et du coup, elle rentre parfaitement dans ce pack parce qu'on ne la subit pas. Une autre carte très, très horrible qui est très métagamée aussi, c'est Farewell, Adieu, une carte que toi et moi on déteste, mais pour le coup dans ce pack là, elle brille très très bien, et puis c'est mon deck le plus fort, donc je joue. Donc il a le droit aux cartes les plus fortes, quoi. Il a le droit aux cartes les plus fortes. Il a le droit à... Ce qui est ouf. Ce qui est ouf sur Farewell, c'est qu'il n'y a même pas Exile All Planeswalker dessus. Je trouve ça dingue que ça n'ait pas été implémenté dessus. Quand bien même la ligne serait sur la carte, je m'en foutrais parce que je l'utiliserais pas. Non mais je me doute bien que toi tu l'utiliserais pas, parce que je veux dire c'est que moi, si je joue contre un deck Super Friends et que je veux caster ma Farewell, et ma Farewell elle te touche pas. Enfin, elle va manger tes cailloux, mais c'est tout, quoi. Non. Au-delà de l'erreur de design qu'est Farewell, on est bien d'accord. Ils auraient pu rajouter plus la carte shutdown énormément de choses. Moi je vais essayer de faire créature cimetière enchantement. Je vais essayer d'éviter artefact parce que j'ai quand même énormément de cailloux et ça va m'emmerder. Donc c'est une option, mais globalement je l'utiliserai pas, je pense. L'idée c'est vraiment dire les gars, vous allez mettre 2 ou 3 tours pour vous reconstruire. Et moi je vais essayer de me faufiler dans l'espace pour passer ce qu'il me faut. Et après on va trouver des trucs comme Expel the Interlooper. Pareil, c'est une carte que j'aime bien parce que on va potentiellement pouvoir arriver à garder nos wizards créés par le commandant. Du coup c'est intéressant. C'est-à-dire que si en face il y a que des 1-1, s'il y a quelques 1-1 qui traînent, c'est cool, tu vois. Donc c'est une carte qui est un peu intéressante, elle permet quand même de faire quelque chose, quelques petites choses intéressantes. Et dans le même genre, je vois pas dans ton pack, et c'est une race que j'aime beaucoup qui était de Crimson Vow. C'est By Invitation Only, ça coûte 3 blancs. Tu choisis un nombre entre 0 et 13 et chaque joueur sacrifie autant de créatures. Et ce que j'aime bien avec cette race, c'est que ça passe par-dessus l'indestructible aussi. Et en plus de ça, admettons, tu vois, on parlait tout à l'heure de ta dynamo. Si tu as ta dynamo sur le board, ou ta dynamo et des tokens, tu peux choisir un nombre qui t'intéresse en fait pour justement sacrifier tout ça, sauf la dynamo. Oui, je suis d'accord. Je pense quand même que si je devais avoir des choix, une hiérarchie de choix, je pense que le coût en mana et le tempo dans lequel tu peux placer la vrasse est un argument plus important. La puissance intrinsèque de cartes comme Farewell est un argument plus important. Je trouve, même si on peut voir une certaine synergie dans la carte que tu proposes, je la trouve moins synergique. Je l'ai considérée, hein. Elle a été dans la première version du pack. Elle a été tout simplement cut pour la vrasse suivante que je vais citer, qui est Instab Glyph Bridge, qui est très très synergique dans le pack. Donc pour 5, c'est un artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque player, on choisit une créature avec une force de 2 ou moins, et on détruit le reste. Donc jusque là ça ressemble à une vrasse à peu près normale, hein, entre guillemets. Mais son double aspect, c'est que de l'autre côté, c'est un golem qui est 5-3 vol, qui dit que quand un adversaire joue un spell pendant son tour, il peut pas nous attaquer nous ou un de nos planewalkers, et quand il nous attaque, il peut pas jouer de spell. Donc en fait, boire ou conduire, il va falloir choisir. Et du coup, on est clairement... la carte s'inscrit vraiment très très bien dans le pack. Et c'est pour elle que j'ai cut la vrasse dont tu parles. Ok. Voilà. Ça roule.
ça s'entend. Et donc l'extension de ces brasses-là, donc, qui font gagner un certain tempo et qui offrent du coup une certaine protection, c'est d'autres cartes qui sont vraiment plus dédiées à la protection. Donc on va retrouver des cartes très connues comme Teferi de Protection. Dans le même genre, on a Ripple of Potential, qui est sorti récemment, qui nous permet de proliférer et de phase out les permanents qu'on a proliférés. C'est costaud. C'est très costaud, ça s'intègre terriblement bien dans ce deck. C'est intervention héroïque pour les decks Planeswalker, quoi. Oui, entre autres. Mais là, c'est une carte qui a vraiment, pour le coup, le potentiel au prochain tour, t'as gagné. Parce que le nombre de parties qui se jouent à un marqueur loyauté, il est extrêmement grand. Et là, en fait, tu fais un gap qui est assez ouf. Pour deux mana, c'est un sort de protection qui est assez énorme dans ce pack. Et au pire, t'as même pas besoin de phase out en fait. Juste à la fin du tour de l'oppo, tu fais tiens, je prolifère et du coup, comme ça, je suis set up pour mon tour. Quoi. Et t'es bien. Carrément. Dans les trucs toujours un peu conventionnels parce qu'ils sont liés au deck préconstruit. On va retrouver cet ogre spirit là, le 0-4 pour 2, qui impose de paix, qui est une sorte de prison fantomale un peu au rabais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il offre un body en plus de cet aspect prison fantomale. Donc il est un peu emmerdant, il est rigolo. C'est une carte que j'ai considérée parce qu'en fait, elle peut te ramener une pièce de combo de ton cimetière sur le champ de bataille en payant 6. Ça peut te ramener du coup un Planeswalker de ton cimetière sur le champ de bataille. En fait, c'est vraiment intéressant déjà parce que c'est un effet qui peut se faire en éphémère. C'est un effet souvent que les gens oublient de manière générale. C'est-à-dire que ta pièce de combo, elle est toujours là et en fait tout se fait à partir du cimetière, ce qui est quand même très intéressant quand t'as un deck où t'as de nombreuses Vrass. Donc c'est une carte qui je l'ai très très vite cutée et en fait je l'ai très très vite remise. Puis des fois ça t'arrive aussi genre je pars en mana infini et le mec il fait attends, avant que tu fasses mana infini je te gère ça et du coup ça c'est géré, du coup tu fais mana infini into rien et en fait non parce que du coup je peux ramener ce que tu viens de me gérer et let's go, en fait je gagne. C'est ça, voilà, comme tu viens de l'exprimer, c'est une carte qui permet de tout faire elle-même depuis le cimetière et c'est en fait il suffit qu'elle soit au cimetière avec autre chose. C'est une carte qui est bonne en main de départ, c'est une carte qui est bonne tour 8 quand elle est au cimetière. C'est une carte qui est genre jamais mauvaise et c'est pour ça qu'elle est là. Toujours dans les cartes du préco, du coup il y a Théo, Geometrix Technician. Lui déjà il pose un wall donc il se protège vachement bien lui-même. Il permet de faire piocher soi-même et un adversaire. Bon, c'est rigolo, c'est une carte qui fait que je l'apprécie un petit peu pour ça parce que je trouve ça sympa. Et puis il a un -2 qui permet de choisir le sens des attaques et ça va très très bien protéger les Planeswalkers. Ça c'est fort. Ouais, ça paraît rigolo comme ça, poète, et en fait pas du tout. Parce que ça va énormément conditionner la dynamique de la table. Et puis des fois tu te fais juste rincer le cul par le mec qui est à gauche, des fois tu vas juste gérer un joueur en fait de manière incidentelle, c'est-à-dire le mec il voulait attaquer, il a un airboard monstrueux, il fait tant pis je t'en mets tout sur la gueule parce que j'ai pas le choix et t'es mort et voilà quoi. Des fois juste ça gère un joueur. C'est ça, et puis en fait c'est bête mais ce genre d'effet qui existe pas tant que ça dans Magic, pour le peu que tu sois bien positionné à la table, ça fait que l'arc ennemi il est pas retourné contre toi quoi. Ça fait que la personne qui est très devant, elle va être obligée de tuer un ou deux mecs avant de pouvoir t'infliger la moindre blessure. Et du coup en fait c'est une carte qui a une très très fort potentiel de protection. Et dans un deck où tu cherches à gratter des tours décisifs, Théo s'inscrit vachement bien. Et une autre carte du préco qui m'a énormément surpris, c'est pareil, j'avais fait l'erreur de la cutter au tout début, je l'ai remis, c'est-à-dire c'est Vronos, l'inquisiteur masqué. Quand je l'ai lu, j'étais un peu ok, ça fait
pas de CA, ça fait pas de gestion, ça fait pas grand chose de ce que j'ai envie que ça fasse. Et en réalité, c'est un outil de protection qui est peut-être un des plus forts du pack. Mais encore. C'est une très bonne carte. Ouais, ça fait partie des cartes qui est très contre-intuitive avec mes instincts de joueur. Pour 5, du coup, elle a 5 de loyauté. Elle permet de phase out 2 Planeswalker jusqu'au début de. Bref, jusqu'à ton prochain tour, quoi, hein, tout simplement. Elle a un -2 qui permet de bounce des permanents. Pour chaque adversaire. Donc, pour chaque adversaire, ça fait une sorte de 1 pour 3. Donc, c'est intéressant. Même si voilà, c'est un peu ambivalent, hein. Le bounce, c'est pas une gestion définitive. Mais c'est une carte de tempo, en fait. Ce que j'allais dire, c'est une carte de tempo. Hein. C'est ce que le deck cherche à faire. Son -7, on s'en fout un peu. Bon, bah, ça permet à un artefact de devenir une 9/9 vigilance indestructible. C'est sympa, mais dans les faits, c'est pas l'utilité de la carte. Imbloquable. Oui, ok. Une 9/9 vigilance imbloquable, excuse-moi, mais ça met des pains. Ça met des pains. Ça finit bien in game aussi. Ça met des pains, mais c'est pas... Voilà, c'est sympathique. Et ce qui est à noter aussi avec Vronos, c'est qu'il peut se cibler lui-même sur son +1 aussi. Ce qui fait qu'il peut il prend un copain avec lui et... C'est ça, exactement. Et en fait, c'est la première utilité qu'il a en réalité. C'est-à-dire que... il va y avoir toute une phase de la partie dans une phase de setup. Typiquement, c'est un Planeswalker qu'on a très envie d'avoir dans une phase de setup. Parce qu'on va payer 5. On va le phase out lui-même, voilà, on va faire un tour à vide, bon ok, les gens ils vont nous mettre des points de dégâts et tout machin. Et on va reprendre notre tour là, et on va pouvoir jouer, je sais pas, un Planeswalker important, ou notre commandant. Et Vronos sera là, et il va pouvoir le phase out, le protéger. Et en fait, on sait qu'on va pouvoir protéger lui et un Planeswalker de façon quasi infinie. Et c'est en fait terriblement fort. C'est terriblement fort de se dire, voilà, on a une pièce où personne va pouvoir la toucher de façon classique. Donc il va falloir passer par un éphémère, et des éphémères qui gèrent des Planeswalkers, il y en a des masses. En plus, c'est pas forcément des pièces qui sont tout le temps hyper menaçantes directement. Bref, Vronos, il fait vraiment un taf assez intéressant à plein de niveaux. Ouais, non, c'est costaud. Et pareil, c'est une carte qui, son -2 fonctionne vachement bien avec les brasses, parce que tu vas brasser, les gens ils vont poser des bêtes, des machins, et t'es là, tu fais non, -2, vous reprenez vos bêtes. T'es là, et en fait, tu grattes suffisamment de tours pour soit re-arriver à une brasse, à un sort de protection, ou à un Planeswalker impactant. Et en fait, Vronos permet de créer un cycle de tempo qui est vraiment très oppressant. C'est presque le Planeswalker Fog, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien que tu parles de Fog, parce que il y a une seule carte qui a un effet simili-Fog dans ton deck, et Fog, on en a parlé dernièrement pas mal dans les vidéos qu'on faisait, en disant que c'est une carte qui est beaucoup plus forte que ça en a l'air. Encore une fois, un aspect de tempo, hein. Et du coup, tu joues une carte qui fait cet effet-là. Pourquoi est-ce que tu joues cette carte-là et pas une autre ? Alors, je crois deviner que tu parles de Beginvale, si je dis pas de conneries. Alors c'est une carte qui dit que toutes les créatures gagnent -2, -0 jusqu'à la fin du tour en instant. De l'autre côté, c'est un terrain. Et voilà, c'est pour ça que je joue, c'est parce que de l'autre côté, c'est un terrain. En réalité, dans le deck, elle est comptabilisée comme un terrain. C'est un deck qui, de toute façon, prend son temps pour jouer, il n'y a pas de souci. Il a le temps de se développer, et du coup, il fait partie de mes 38 terrains. Et il fait simplement partie des cartes qui ne seront pas des cartes mortes tour 8, qui seront pas le 3ème land que j'ai dans ma main et qui me sert à rien. Elle fera partie des cartes qui auront un impact, qui vont permettre potentiellement de gagner le tour qui va bien. Quand Jean-Michel il croit qu'il va pouvoir me tuer mon commandant en m'attaquant avec ses 3 bêtes, et ben en fait pas du tout. Et ça va potentiellement voler un tour, et un tour, c'est souvent ce qu'il te fallait pour comboter. Et quand c'est sur un land,
c'est suffisamment fort. De la même façon, il y a, tu sais, ce caillou qui s'appelle Miss Landing Signpost, qui est un caillou avec le flash et qui permet de en fait resélectionner les attaquants. Et donc du coup en fait tour 1, 2, 3, 4 c'est chouette, c'est un caillou, c'est ce qu'il te faut. Mais tour 8 en fait c'est une simili-fog. Et voire même plus que ça, hein, parce que tu peux en faisant des blagues tu peux foutre quelqu'un dans la merde en lui disant non mais en fait tu vas attaquer lui et ça va le buter ou presque le buter. Donc c'est ça. Si t'as un commandant Voltron qui débarque sur ta gueule, tu peux renvoyer la créature, dire hop, toi tu vas aller voir ailleurs. Exactement. Mais c'est un caillou qui va qui va dire que en fait tes Planeswalkers vont pas mourir sur cette phase d'attaque. Et du coup on parlait de 0 déchet, là typiquement c'est un caillou qui est vraiment 0 déchet quoi. Ouais, c'est un très bon caillou. Moi, il y a des fogs que j'aime bien jouer en commandeur de manière générale. Et du coup, je voulais profiter de ce petit spot-là pour t'en parler, notamment en blanc. En blanc, il existe pas mal de fog, de color shift fog. Il y a vraiment littéralement un truc qui s'appelle Holiday et qui fait la même chose que fog. Mais il y en a deux que j'aime beaucoup et que j'aimerais te proposer de considérer, en tout cas pour ton deck. Allez, vas-y. Alors, il y a Dawn Charm. Pour 1 et 1 blanc en éphémère, tu préviens... C'est modal. Donc, il y a 3 modes, et les 3 modes sont bien. Tu préviens les dégâts de combat qui devraient être infligés ce tour-ci. Ou tu régénères la créature ciblée. Ça a moins d'impact là-dedans, mais ça peut être sympa. Ou tu contres le sort qui te cible. Je suis mitigé sur les deux... Enfin, le deuxième est quasiment inutile. Dans le pack, c'est-à-dire que au-delà de protéger la Hazel ou la Dynamo, ça reste très anecdotique. Se donner la défense talismanique à soi-même, je trouve ça très surcoté dans le format. Il y a très peu d'effets qui ciblent un joueur en réalité. Il y a énormément d'effets globaux qui infligent des dommages aux joueurs. Mais on se fait très très peu cibler et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas considéré le Planeswalker bleu Unco qui te donne la défense talismanique à toi. Blanc ? Non, bleu. Teyo ? Bleu, ouais, enfin oui, pardon, my bad. Teyo, ouais, effectivement, qui te donne la défense talismanique à toi. Il y en a un bleu qui te donne le ward à toi-même, mais de la même façon, je les considère pas pour ça, parce que je trouve ça très très faible. Il y a très très peu d'occurrences de cartes qui font ça. Il y en a dans le... En réalité, il y en a plus que ce qu'on pense. Dans le Cosmo Commander. Ouais, dans le Cosmo Commander, je pense que la capacité est utile 40% du temps. Et je pense plus que ce à quoi tu t'attends. Je dis pas que c'est hyper fort, hein, mais pas pour parler de Dawn Charm en particulier, mais juste de se donner exproof à soi-même. Ça permet de passer outre des effets d'édict, notamment genre sacrifier une créature. Tu vois, quand tu joues. Aujourd'hui, les capacités d'édict, il y en a très très peu qui ciblent. Oui, peut-être. Enfin, il y en a. En fait, il y a quelques petits effets par-ci par-là qui vont dire. Le joueur ciblé sacrifie un artefact par exemple, ce genre de choses. Il y a des spells de burn qui essayent de terminer la partie en ciblant 3 joueurs par exemple, et comme ça te cible, c'est pas une cible unique en fait. Exproof qui est intéressant, c'est que des fois tu as par exemple Jaya Immolating Inferno, ça met X blessures à X joueurs si je me trompe pas. Et du coup, t'es dedans, du coup, ça contre le sort. Bon, évidemment, ça sauve les copains aussi, mais ça te permet de pas mourir. Voilà, il y a quelques effets qui vont cibler un joueur et où la carte a plus d'impact que ça. Pas tant que ça, hein, mais elle a un peu plus d'impact que ça. Donc c'est pour ça que Dawn Charm, j'aime bien. Mon parti pris, c'est que c'est trop corner. Si je pense que si ça avait été une prévention de... Enfin, je sais pas, mais ça aurait pu... genre, tes points de vie restent inchangés jusqu'à la fin du tour, tu vois, j'aurais peut-être préféré... Enfin, pour moi, c'est trop corner. Mais ok. Et la deuxième carte que j'aime bien et que je voudrais te proposer, c'est Mandate of Peace.
Ah, c'est une carte super chelou que j'aime beaucoup. Alors, ça coûte 1 et 1 blanc, c'est un éphémère. Tu ne peux lancer ce sort que pendant le combat. Tes adversaires ne peuvent pas lancer de sort ce tour-ci. Et tu termines la phase de combat. Ouais, c'est une sorte de silence, plus ou moins. Typiquement, on va être dans une carte de protection qui va s'inscrire que dans une seule circonstance, hein, d'accord. Donc on n'est pas dans le cas de Bay and Veil, qui était aussi un terrain. On n'est pas dans le cas du caillou, qui permet d'être aussi autre chose. Donc voilà, la carte est bien. Elle coûte pas très cher pour ce qu'elle fait. Elle va prendre un tour au complet. Mais en fait, ce deck-là, c'est mon deck le plus fort. Et du coup, elle va être comparée à Teferi Protection. Elle va être comparée aux cartes très fortes du pack. Et je la trouve très en dessous, comparée à tout ce que le deck propose. Cela dit, je trouve la carte est loin d'être mauvaise, juste en la regardant comme ça. Je la trouve bien en fait, elle va shutdown un tour d'un joueur. C'est bien. C'est même encore plus fort que ça parce que ça permet aussi de contrer toutes les capacités qui peuvent rentrer en pile au moment de la phase de combat. Genre quand cette créature attaque, faites ça, ou quand tu infliges des blessures de combat à un joueur, faites ça, des trucs comme ça. Ça te permet d'avoir un contre-sort en fait en blanc qui peut permettre vraiment. Enfin, déjà ça shutdown le tour d'un joueur parce que c'est un fog. En plus de ça, c'est un silence, donc du coup, ça te fait gagner. Ça termine le tour du joueur entre guillemets. Et du coup, il y a cet aspect vraiment, je contre tout ce qui est en pile. Parce que comme on termine la phase de combat, tout ce qui est dans la stack, c'est exilé. Et alors c'est très particulier, mais tu vois par exemple le deck Ishin qui double tous les triggers d'attaque, et ben tout ça va partir à la poubelle. Et tous les commandants en fait qui vont avoir des effets sur l'attaque, je pense à pour parler des cartes les plus récentes, genre Anictea par exemple qui va pouvoir réanimer un truc sur le board quand il attaque. Bah hop, tout ça dégage. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette carte là. Je pense qu'effectivement dans ton deck, si tu veux vraiment avoir le best du best, tu la joueras pas. Mais j'avais envie de parler de cette carte là. Je digresse un peu aussi, mais Mandat de paix, ça shutdown aussi, il me semble, les effets de mort dans la mesure où tu es encore dans la phase de combat. Ouais, tout à fait. Donc typiquement, alors on sort un peu du cadre du deck Planeswalker là, bien évidemment, mais si une phase d'attaque déclenche des effets de mort, Mandat de paix derrière ça va shutdown tous les effets du type machin est mort, piocher une carte. Donc du coup c'est une carte qui peut être intéressante effectivement, mais je pense que dans ce cadre-là c'est pas incroyable. Typiquement, je pense que si j'avais été dans les couleurs, je jouerais certainement des cartes comme Inkshield. Ouais. Oui, bah oui, forcément. Bon, le potentiel de la carte est complètement débile. Donc je suis pas réticent aux effets de fog, même si c'est pas forcément ce que je préfère. Mais je veux que la carte vraiment elle fasse pas elle soit parfaite. Que ça, ou vraiment qu'elle soit un poil plus fort. Tu vois, Rip of Potential, ça va entre guillemets protéger mes Planeswalkers pendant un tour de jeu au complet, et pas juste pendant une phase de combat qui au final n'est qu'un quart du temps, quoi. Bien sûr. Et un fog qui se recycle pour 2. Genre Angel Song, ça coûte 1 et 1 blanc, ça prévient tous les dégâts de combat, et ça cycling pour 2. Je pense que pourquoi pas, mais pareil, c'est trop. Ouais. C'est pas le power level, il manque un truc. Il manque un truc, mais tu vois, je m'amuse un petit peu à refaire le monde, mais si demain t'as un contre un peu nul, mais qui peut faire fog, genre je sais pas, pour 3, t'as un contre qui dit pour contre 1 plus simic. Mais pour 3 par exemple, qui dit payer 3 de plus, ça contrecarre le sort, ou t'as un deuxième effet qui dit fog. Je dis pour 3 c'est acceptable, tu vois, parce qu'en fait la carte est suffisamment polyvalente. Donc je suis complètement prêt à accepter ce genre de truc, tu vois, mais ça sera toujours au prix d'une polyvalence assez élevée. Voilà. Yep. Je te laisserai compter, juste pour revenir sur Dawn Charm, je te laisserai compter la prochaine partie que tu fais, le nombre de trucs qui t'auront ciblé toi en tant que joueur, pour avoir une idée de
de combien de fois ça peut arriver dans Et une partie. écoute, je prends les paris et j'invite même les auditeurs à le faire. À votre prochaine FNM, comptez le nombre d'effets qui a été joué qui cible un joueur. Qui vous cible vous. Ouais, même qui cible un joueur. Moi, je suis pas si sûr qu'il y en ait énormément. Voilà. Eh ben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? On arrive au seuil fatidique de 1 heure. Non, pas grand-chose. On peut regarder en diagonale les tutors. Bon, Enlightened Tutor, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est intéressant avec le commandant, parce que le commandant peut te faire piocher directement. Donc il y a un côté, je pioche directement la carte que je viens de tutoriser, c'est pas mal. Il y a une carte qui vaut un peu cher, qui s'appelle Transmute Artefact. Je l'avais. Voilà. En fait, ça coûte un peu cher, ouais, c'est mignon. Ouais, financièrement, ça coûte un peu cher. C'est une carte qui est sur la RL. Transmute Artefact, ça va permettre de transformer un de mes cailloux soit en Chain Veil, soit en Dynamotran, soit en Gauntlet. Et ça rentre très très bien. Rentre très très bien dans le pack. Du coup, ça me permet de sortir une combo de derrière les fagots. Donc voilà. Recherche de la gloire, en fait, ça permet de chercher un permanent légendaire. Donc c'est la quasi-totalité de mes pièces de combo sont des permanents légendaires. Ça fait le taf. Pourquoi tu joues pas de basique neigeux du coup ? Parce que c'est pas intéressant. Mais si, ça te fait gagner des points. Mais voilà, d'ailleurs, Cherche of Glory, une carte, si vous jouez dans un cosme un peu fort, en fait, c'est très très fort parce que ça permet d'aller chercher des Serrat Sanctum, très sous-côté. Hein. Mais ça permet de chercher des terrains légendaires aussi, et ça, c'est pas mal. Ou une Urza's Saga. Tout à fait, c'est pas moins intéressant tout de suite, mais Gas Raddle, ce genre de choses, ça va se chercher avec cette carte-là. C'est pas dégueu. Pas dégueu. Arena Rector, voilà, bon pareil, pas grand chose à dire. En fait, c'est assez intéressant parce que quand tu poses la carte, ça va créer une dynamique un peu chelou à la table. C'est-à-dire qu'on a plus tout de suite, on n'a plus trop envie de t'attaquer parce qu'on sait pas quel Planeswalker tu vas sortir derrière ça. Cela dit, c'est pas si fort que ça. Dans la mesure où c'est pas si permissif. Tu vas te faire péter ton Arena Rector parce que tu vas bloquer avec, ok, mais en réalité il va y avoir 2 autres mecs qui vont t'attaquer derrière et ça va être suffisant pour aller défoncer le Planeswalker que tu viens d'aller chercher. Donc il faut aller chercher un Planeswalker qui a un haut taux de survivabilité, sachant qu'il aura fait aucun effet. Donc c'est un peu emmerdant. Par contre, c'est une carte qui fonctionne vachement bien avec les brasses. Tu vas être très content de te brasser toi-même ton Arena Rector. Puis il y a trop d'effets d'exil aussi maintenant qui traînent pour que ça soit vraiment super fort, quoi, Arena Rector. Oui, voilà, c'est pas... Typiquement, je voudrais pas autant de brasses et de grandes chances que Arena Rector soit pas là. Et enfin, il y a Tezzeret the Seeker. C'est excellent hein, comme tutor, ça va te permettre de chercher un de tes 3 artefacts qui permettent combo. Je pense que tous les jours tu vas chercher Dynamotran parce que ça marche très bien avec lui-même tout seul, presque. Je vois pas dans quel monde je fais pas trop ça. Tu peux même aller chercher Sol Ring, tempo un peu et aller chercher. Alors, il m'est déjà arrivé du coup d'aller chercher Sol Ring, brasser. Du coup gagner le tempo tranquille, hop, et derrière tu vas rechercher une Pellegrine Dynamo, du coup t'as emboîté de 2 pièces pour faire des choses. Vraiment Tezzeret, c'est... Ouais. Ça a toujours été une bonne carte. Ça a toujours été une excellente carte. Voilà. Si je peux mettre un petit coup de projecteur sur quelques cartes, je peux parler du Jace Phoenix, qui est pas une carte incroyable, mais qui de la même façon, c'est une carte qui trigger avec les Planeswalkers, donc forcément ça m'intéresse, et surtout ça survit très très bien dans un environnement avec beaucoup de brasses parce que ça va revenir. Ah, puis ça fait un bloqueur aussi. C'est ça. Des fois ça fait juste un bloqueur, en fait, t'as pas forcément envie d'attaquer avec, mais juste de leur jouer en fait pour pouvoir tamponner une phase d'attaque sur un de tes Planeswalkers que t'as envie de garder. Voilà, c'est une carte joker entre guillemets, c'est une carte que tu perds jamais déjà, enfin quasiment jamais.
parce qu'elle va revenir de façon très régulière. C'est une carte qui va potentiellement te donner le petit coup de turbo pour partir en combo, c'est-à-dire elle va, en doublant un effet, elle va te donner, je sais pas, le mana supplémentaire qu'il te fallait pour partir en couille, ou peu importe, tu vois, elle peut te donner un petit coup de nitro. Et derrière, oui, elle peut servir de bloqueur à la con. Et... Bref, c'est une carte qui s'inscrit organiquement dans le deck, donc forcément, elle y a sa place. Petit coup de projecteur aussi sur Jace Vryn Prodigy, qui dans le pack est tout simplement en fait le Planeswalker qui coûte le moins cher. C'est débile à dire, mais c'est juste c'est une carte qui va permettre de filtrer un petit peu, d'aller creuser ton pack. Et derrière, ça va être un Planeswalker en réalité qui t'a coûté que 2 mana, qui va pas faire grand chose en lui-même si ce n'est te permettre de recaster des Vras depuis ton cimetière, et ça c'est bien. Mais... Et accessoirement, c'est la carte préférée de Charles Wickham, donc tu pouvais pas ne pas exactement. Mais c'est voilà, un Planeswalker qui en termes de coût de mana est vraiment pertinent. Ça permet de creuser un peu, voilà, dans un deck combo, creuser ça paraît bien. Alors que tu pourrais jouer Tibalt. Dans les cartes un peu niche, il y a Dark Faiden qu'on voit très rarement, qui va voler un Sol Ring, qui va faire ce genre de choses. Voilà. Ouais, puis c'est une condition de victoire aussi en vrai. Si tu fais activation infinie, tu meules un joueur. Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Il y a un monde avec Shane Veil où on peut tuer des gens comme ça. En réalité, elle va être là pour voler des Sol Ring. Il n'y a pas trop de... en fait, voilà, c'est un Planeswalker à bas coût. Donc, qui va augmenter virtuellement ton nombre de Planeswalker. Et t'as plusieurs cartes qui cherchent à avoir de nombreux Planeswalkers. Et voilà, derrière, il y a un intérêt. Une carte qui peut cut, je pense, si je suis inspiré, ça sera la Saeli & Co. Parce que c'est bien, elle met des bloqueurs, mais c'est à peu près le seul intérêt qu'elle a. Entre ça et coûter pas très cher. Il y a aussi une anti-synergie avec les Vras, parce que si tu lances une Vras, tu vas faire un token qui va crever juste après. Ouais, voilà, c'est pas une carte... Enfin, voilà, c'est un Planeswalker qui a 5 de loyauté et qui coûte 3. Et en réalité, voilà, elle va faire piocher une carte de plus sur le commandant, donc c'est intéressant, mais c'est à peu près le seul vrai intérêt qu'elle a. Donc, si demain, j'estime qu'il faut cut quelque chose ou essayer une carte, je pense que ça sera elle qui sautera. Et derrière, ça sert à pas grand chose de parler des contres. Je pense que tout le monde voit à peu près à quoi sert un contre. Ouais. Comment ça marche, voilà, dans les trucs. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour du deck là. Ouais, on a fait un gros tour du deck, ouais. Ça tombe bien. Parce que on arrive à la fin de l'émission. Félicitations. Et félicitations à vous et merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer un petit billet doux en privé. En attendant, on vous souhaite plein de bons top decks. Et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut. Bisous.